S'interrompt. On va écouter évidemment la Première ministre Elisabeth Borne qui est en train de monter à la tribune. Elle va prendre la parole pour dire aux députés qu'il ne faut pas évidemment voter la motion de censure, qu'ils auront à voter d'ici quelques instants. On écoute Elisabeth Borne. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, des chants, des hurlements, des invectives, des pupitres qui claquent, voilà le spectacle auquel se sont livrés jeudi dernier certains députés. Dans un déchaînement de violence comme cet hémicycle en a peu connu sous la Ve République, certains élus de la nation ont une nouvelle fois montré le peu de cas qu'ils faisaient du débat, du Parlement, de la démocratie. Ce n'était pas un fait isolé. C'était le paroxysme de semaines entières durant lesquelles, au cœur même du Parlement, nous avons vu l'antiparlementarisme à l'œuvre sous toutes ses facettes. Nous avons vu la NUPES déployer avec méthode, constance et détermination toute la palette des techniques d'obstruction dans le seul et unique but d'empêcher le débat. Nous avons vu le mépris de nos institutions s'afficher sans le moindre scrupule jusqu'à qualifier la commission mixte paritaire de prise d'otage. Nous avons vu clair aussi dans le jeu de ceux qui méprisent cette Assemblée et veulent récolter les fruits du chaos. Le mutisme de l'extrême droite ne trompe personne. Jeudi dernier, d'ailleurs, le naturel a repris le dessus à coups d'attaques personnelles et de cris effrénés. Mesdames et Messieurs les députés, cet après-midi, intervention après intervention, j'ai constaté, en écoutant certains orateurs, qu'il n'y a décidément pas de limite à la duplicité. Ce sont les mêmes qui ont tout fait pour saboter le débat à coups d'amendements dilatoires, de cris et d'insultes qui viennent nous reprocher de ne pas avoir pu suffisamment débattre. Ce sont des élus de la nation qui viennent nous expliquer sans vergogne que 175 heures de séance, plus que pour les 2 précédentes réformes des retraites, ne valent rien. Ce sont des députés qui dénient son rôle au Parlement et affirment que la rue est plus légitime que les institutions. Mesdames et Messieurs les députés, ces comportements sont graves. Ils sont graves car il ne s'agit plus de s'opposer avec force, mais d'empêcher la discussion et de couvrir coûte que coûte la voix de l'orateur qui ne partage pas vos idées, comme si toute parole contradictoire était insupportable. Ils sont graves car pour certains, toutes les outrances, toutes les violences sont permises. Ils sont graves car il constitue, sous le regard des Français aux 2 extrêmes de l'hémicycle, une remise en cause directe et frontale de nos institutions, de notre Constitution, de notre démocratie. La haine et la brutalité ne devraient pas avoir leur place dans le débat parlementaire, car si l'on ne peut plus débattre à l'Assemblée nationale, c'est le fonctionnement même de notre démocratie qui est empêché. Mesdames et Messieurs les députés, comme vous, j'ai été élu il y a près d'1 an. Comme vous, je vais à la rencontre des Français dans ma circonscription du Calvados et sur tout le territoire. Je parle avec nos concitoyens de leurs doutes, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. Personne sur ces bancs n'a le monopole pour parler au nom du peuple et j'ai bien conscience de l'état d'esprit de notre pays.
Je sais les interrogations et les inquiétudes que cette réforme soulève. J'ai conscience de l'effort qu'elle demande à bon nombre de nos compatriotes. Je mesure la mobilisation d'une partie d'entre eux dans les mouvements sociaux. Cette réforme, le président de la République s'est engagé à la mener lors de la campagne électorale, certainement pas pour gagner des voix, mais par exigence de transparence vis-à-vis des Français. C'est d'abord par responsabilité, avec gravité, humilité et conscience de la sensibilité de l'enjeu que l'on s'engage dans une réforme des retraites. Bien sûr, les constats sont connus, l'impasse démographique et le creusement des déficits. Mais ce ne sont pas des arguments d'autorité, et personne n'imagine que la seule réalité des chiffres atténue l'impact de la réforme pour celles et ceux qui devront progressivement travailler plus longtemps. Mais alors, il faut être clair sur les alternatives. Certaines ont été présentées par des amendements dans cet hémicycle. Elles peuvent se résumer en 2 mots, matraquage fiscal. Ce sont des impôts et des charges supplémentaires qui pèseraient sur le pouvoir d'achat des Français et menaceraient leurs emplois. L'autre chemin que certains proposent, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Mais alors, il faut dire la vérité aux Français. Pour équilibrer notre système de retraite par répartition, il nous faudrait travailler 45 années. En transparence, que ceux qui la proposent ou l'ont proposée assument les conséquences d'une telle mesure. Pour un titulaire d'un BTS qui a commencé à 20 ans, cela voudrait dire une retraite à 65 ans. En responsabilité, nous n'avons pas fait le choix des 45 ans. Oui, mesdames et messieurs les députés, pour concevoir cette réforme, avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, nous avons pris le temps de regarder toutes les propositions et de modifier les nôtres. Les mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales auront permis d'aboutir à des avancées importantes sur le texte. Je pense à la prise en compte de la pénibilité, aux carrières longues ou encore aux carrières incomplètes, notamment des femmes. Au risque de surprendre aux extrêmes de cet hémicycle, le débat et la concertation, c'est utile. Je veux également saluer le travail mené depuis des mois par les parlementaires des 3 groupes de la majorité présidentielle, Renaissance, Modem et Horizon. Devant le défi des retraites, vous avez fait des propositions importantes, innovantes, dont beaucoup sont reprises dans le texte final. Devant le vacarme et les insultes, vous n'avez jamais dévié du cap du débat. Et face aux outrances, vous avez montré le visage de la dignité démocratique. Devant les échéances, vous ne vous êtes pas laissé intimider. Vous avez pensé à l'intérêt général, à la préservation de notre modèle social, plus qu'à vos destins personnels. Ce ne sont pas vos voix qui ont fait défaut, et si j'ai dû recourir à l'article 49.3 de la Constitution, ça n'est pas du fait de la majorité qui, elle, d'un bloc, était pleinement mobilisée. Mesdames et messieurs les députés, les mois de concertation en amont du texte, les propositions de la majorité et des oppositions et les 175 heures de débat au Parlement auront permis d'aboutir à une réforme équilibrée, porteuse de progrès et qui prend au mieux en compte les situations de chacun. Aujourd'hui, c'est sur votre texte, pas sur le projet du gouvernement, mais bien sur le compromis trouvé par le Parlement que j'engage ma responsabilité. Rejeter ce compromis, ce serait financer nos retraites par la dette et fragiliser dangereusement notre système par répartition.
Rejeter ce compromis, ce serait priver 1,8 million de retraités modestes d'une augmentation de leur pension dès la rentrée, une augmentation en moyenne de 600 € par an. Rejeter ce compromis, ce serait priver les professions libérales d'une pension majorée de 10% à leur 3e enfant. Je pense notamment aux infirmières libérales. Rejeter ce compromis, ce serait continuer à demander à ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans de continuer 45 années pour toucher une retraite à taux plein. Rejeter ce compromis, ce serait renoncer à investir 1 milliard d'euros pour prévenir la pénibilité des métiers, notamment pour ceux qui portent des charges lourdes, ont des postures pénibles ou accomplissent des gestes répétitifs. Rejeter ce compromis, ce serait renoncer à des mesures qui réduiront d'1 tiers les écarts de pension entre les femmes et les hommes. Et je veux saluer tous les parlementaires qui ont entendu l'appel des Français au travail conjoint et ont participé, au-delà des clivages, avec le gouvernement, avec la majorité, à bâtir et améliorer cette réforme des retraites. Mesdames et messieurs les députés, ce débat sur les retraites soulève des réflexions plus larges sur les évolutions de notre rapport au travail, sur l'égalité des chances, sur les perspectives que l'on peut offrir à chacun. Avec mon gouvernement, je veux répondre à ces défis, déjouer les déterminismes sociaux, assurer l'accès à de vrais parcours professionnels et améliorer la qualité de vie au travail. Face à ces enjeux, je reste convaincu qu'il n'y a qu'une seule méthode, chercher des compromis et ne jamais renoncer à l'action. Dans les jours, dans les semaines et les mois qui viennent, de nouveaux textes seront débattus au Parlement. Il n'est jamais trop tard pour sortir des postures. Mais quand je vois une motion de censure signée par toute la gauche, mais avec comme figure de proue un partisan de la retraite à 64 ans, comme le proposait monsieur le député de Courson, votre amendement en octobre 2013. Un tenant historique de l'austérité budgétaire, un opposant notoire au mariage pour tous et qui n'a pas voté l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Alors je constate que la NUPES a décidément perdu tous ses repères quand elle est prête à toutes les compromissions quand il s'agit de chercher le blocage. Plutôt que de construire des alliances baroques, pensons à l'intérêt de notre pays. Plutôt que de former des blocs contre, travaillons à bâtir des majorités pour. Mesdames et messieurs les députés, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, pour répondre aux interrogations des Français, nous devrons aussi ouvrir une nouvelle page de notre démocratie sociale. Je suis convaincu que le dialogue social doit être la norme, qu'il doit précéder chaque projet. Je suis même convaincu que sur beaucoup de sujets, la bonne méthode est de transcrire dans la loi les accords trouvés avec les partenaires sociaux. C'est d'ailleurs avec la majorité ce que nous vous proposerons de faire prochainement sur le partage de la valeur. Mesdames et messieurs les députés, avec cette réforme, nous ne sommes jamais allés aussi loin dans la construction d'un compromis. Le gouvernement a pris toutes ses responsabilités, mais les aventures individuelles, les positionnements tactiques et la crainte de l'impopularité n'ont pas permis d'assurer une majorité. Cependant, comme il se doit, la démocratie parlementaire aura le dernier mot. C'est elle qui a permis de forger ce texte, de l'améliorer, de l'enrichir par des propositions de l'Assemblée nationale comme du Sénat.
des propositions de la majorité comme des oppositions. C'est la démocratie parlementaire qui a permis d'adopter ce texte par 2 fois au Sénat et lors d'une commission mixte paritaire où le gouvernement n'était pas présent et ses soutiens n'étaient pas majoritaires. C'est enfin la démocratie parlementaire qui s'exprimera par votre vote. L'article 49.3 de notre Constitution, qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité et au Parlement de la censurer, a une histoire précise. Garantir au Parlement de ne pas sombrer dans l'impuissance, comme cela avait été le cas sous la Troisième puis la Quatrième République. Ceux qui déguisent le 49.3 en un outil antidémocratique ont la mémoire courte. Ils oublient que c'est justement l'affaiblissement du Parlement et l'incapacité à légiférer dans les situations de crise qui a conduit certains à remettre en cause la démocratie parlementaire, voire la démocratie tout court, dans les périodes sombres de notre histoire. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Car à la fin, il y a un vote. Nous sommes au terme du cheminement démocratique et politique de cette réforme. Si vous voulez renverser le gouvernement qui la porte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre.